Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour suivre ce webinaire qui abordera la question de la mobilisation des différents acteurs dans les actions d'écomobilité scolaire. C'est un grand sujet, un sujet qui intéresse toutes nos collectivités engagées dans le programme Mobi et toutes les collectivités qu'on accompagne dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt et qui sont au début de leur réflexion sur l'écomobilité scolaire. Donc c'est un webinaire qui est programmé donc dans le cadre du programme Mobi, qui est donc un programme d'écomobilité scolaire qui est financé par les certificats d'économie d'énergie. Je suis Justine Villaume, je suis référente pour les collectivités sur ce programme. Je suis en charge de l'organisation de ces différents webinaires. Il y en aura un environ tous les 2-3 mois jusqu'à juin 2024. Donc, avant de démarrer le contenu de ce webinaire, quelques petits détails techniques pour le bon déroulé. Si jamais vous rencontrez un souci technique, si vous ne voyez pas la présentation ou si vous ne nous entendez pas bien, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans la partie conversation. Donc, c'est la petite bulle en haut de votre écran. Pour le moment, vos caméras et vos micros sont coupés. On aura des temps d'échange à la fin du webinaire où on pourra du coup vous donner la parole, s'il nous reste suffisamment de temps. Le support de conférence sera mis à votre disposition à l'issue du webinaire, donc vous y aurez accès, ainsi que le replay. Vous avez un onglet questions-réponses pour les personnes qui ont un compte Microsoft. Donc, toutes les personnes n'ont pas forcément accès à cet onglet, mais pour poser vos questions, privilégiez ceux qui ont accès à cet onglet questions-réponses. Sinon, vous pouvez poser vos questions à l'écrit aussi dans l'onglet conversation et on viendra y répondre soit par l'écrit, soit on posera les questions à nos intervenants directement à l'oral. L'idée, c'est que vous puissiez avoir des réponses à toutes les questions. Et si on n'y répond pas là aujourd'hui durant cette heure, on y répondra par la suite. Et enfin, un questionnaire de satisfaction pour recueillir vos retours et vos avis vous sera envoyé en fin de webinaire. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de plusieurs intervenants. Donc tout d'abord de Monsieur Nicolas Lax, qui est adjoint à la transition écologique et énergétique à la ville de Beaumont. De Madame Cladie Tracol, qui est directrice du service développement durable et de la participation citoyenne à la ville de Venelle. Donc ces deux communes mettent en place un programme Mobi avec EcoCO2. De Barbara Chalimand, qui est coordinatrice des programmes WATI et Mobi sur la région Bretagne pour EcoCO2, et de Floriane Fourré de Santis, qui est référente mobilité Mobi chez EcoCO2. On sera ensemble pendant 1 heure pour aborder donc la question de la mobilisation des différents acteurs et un petit peu connaître des astuces et savoir s'il existe une recette miracle pour arriver à mobiliser sur le sujet de l'écomobilité scolaire. Donc, Floriane, je te laisse la main et si tu peux nous dire qu'est-ce qui existe pour arriver à mobiliser. Vaste sujet. Mais on a 1 heure, donc on va essayer de voir en tout cas les grandes lignes, les grandes bases. Et avant de parler de mobiliser, on va se demander déjà pourquoi est-ce qu'on cherche à mobiliser? Dans notre cas, la réponse, elle est assez simple, hein, c'est parce que nous, on parle de concertation quand on fait de l'écomobilité scolaire. La concertation, on va la définir. Alors, il y a plusieurs termes qui peuvent graviter autour de ce terme de concertation. On va parler d'information, codécision, consultation. Ce sont des notions qui peuvent être proches, mais qui ont quand même des définitions assez différentes. La définition du Larousse pour la concertation, c'est l'action de se concerter, c'est s'accorder, se consulter pour mettre au point un projet commun. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on va vraiment tabler. C'est-à-dire qu'on va regarder sur le côté commun, sur cette échelle d'implication des parties prenantes dans le projet, où est-ce qu'on se situe? On a une première base qui est vraiment de l'ordre de l'information, donc on délivre un message. On a un second niveau où on rentre dans de la consultation.
On va avoir un feedback sur ce message. Le chapeau tout en haut, on va jouer sur de la codécision, donc on va vraiment réfléchir ensemble et décider, s'engager ensemble. Donc chacun a une part d'engagement, que ce soit en termes de temps humain, mais ça peut être en termes de ressources humaines, matérielles, etc. Et à l'intermédiaire de ça, on va avoir la concertation. Un point important à soulever, c'est qu'une concertation, c'est pas une réunion publique comme on a l'habitude d'en voir très souvent. On n'est pas dans une négociation et on n'est pas dans une confrontation avec nos parties prenantes. L'idée, c'est vraiment de réfléchir ensemble, pas de se renvoyer la balle. Pour vous montrer un peu plus précisément, voilà, donc la consultation, donc on a notre collectivité ou en tout cas notre donneur d'ordre, notre commanditaire, on voit en haut la première image, et toutes nos parties prenantes, aussi diverses soient-elles. Donc le niveau de consultation va venir présenter à nos parties prenantes et elles vont faire remonter du feedback. Le niveau de concertation va présenter notre idée, notre projet, qu'on soit sur un projet d'ailleurs en tout démarrage ou qu'on ait déjà des premières choses, de manière générale quand on parle de concertation. On va venir présenter ça. Les parties prenantes vont réfléchir ensemble, co-construire et faire des propositions qu'elles vont remonter au commanditaire. Le niveau supplémentaire, du coup, c'est la codécision. Donc, on va avoir à nouveau cette phase de présentation, évidemment, qui est nécessaire. Et on va co-construire avec des différents niveaux d'engagement au fur et à mesure. Donc, la balle est renvoyée beaucoup plus régulièrement puisque on construit, on décide, on construit, on décide et ensemble. Donc maintenant qu'on a vu et qu'on a défini ce que c'est que la concertation, il est important de se poser la question de pourquoi on va faire de la concertation. Dans un premier temps, ce qu'il faut retenir, c'est que la concertation, elle va permettre de fédérer l'ensemble des parties prenantes autour d'un sujet qui est commun, qui parle à tous et qui fait sens. Donc, on va parler de la qualité de vie, du bien-être collectif et sur un territoire donné, un territoire que l'on connaît, que l'on utilise ou que l'on souhaite comprendre et par la suite qu'on souhaite améliorer ou pas, ou simplement comprendre. Donc la concertation, elle va permettre, et l'objectif, c'est d'impulser le changement. Donc le changement de comportement ou d'habitude, c'est propre à chacun. Chacun y va avec, comment dire, à son rythme. Mais le côté collectif, le fait de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table, va permettre de pousser la réflexion et de travailler ensemble et de vouloir proposer des actions et de les travailler ensemble. Donc la concertation, elle permet ça. Et donc l'ensemble des acteurs vont pouvoir parler, s'exprimer, et donc pas uniquement ceux qui ont l'habitude de prendre la parole. Et donc l'avantage de la concertation, elle va permettre de mieux connaître les usagers, ses freins et ses motivations. Ce qui va permettre par la suite, vraiment, c'est de travailler ensemble et donc d'expérimenter avec les usagers finaux, donc avec les personnes qui utilisent tel ou tel territoire, et donc d'adapter notre projet au fur et à mesure du temps. Ça va aussi permettre d'anticiper les comportements face à des actions. Alors, ça peut être les comportements des usagers, donc tout au long de la mise en place des, du projet, ou d'anticiper aussi le comportement des décideurs vis-à-vis de telle ou telle action qui sera proposée par les usagers, simplement parce qu'on a compris leurs freins et leurs motivations. Donc tout cela fait appel en fait à faire émerger des idées innovantes qu'on n'aurait pas forcément pensées grâce à l'intelligence collective. Donc c'est aussi de donner toute leur importance au savoir profane, c'est-à-dire le vécu de chacun, et de mettre en évidence également les préjugés qu'on pourrait avoir, et donc passer outre et travailler ensemble sur des projets communs. L'ensemble des parties prenantes, ça fait appel autant aux décideurs qu'aux usagers. Donc, quand on met tout le monde autour de la table, ça permet de renforcer la confiance entre les politiques et les citoyens, sujet actuel depuis maintenant quelques années. Voilà. Et ça permet également de réinsuffler de l'intérêt général et l'envie de travailler ensemble, donc sur la vie publique, tout simplement. Ce qui est important dans la concertation, c'est, comme je vous l'ai dit, de mieux connaître les usagers, ses freins, ses motivations, mais également de partager les contraintes techniques qu'on a sur un territoire ou installer un dialogue constructif.
non, ce qui va permettre d'installer un dialogue constructif. Alors que ça soit au départ dans la mise en place des actions ou tout au long de leur mise en place, il ne faut pas hésiter à donner donc les contraintes, que ce soit temporelles ou si on est dans un secteur sauvegardé, par exemple, on ne pourra pas mettre tel ou tel rack à vélo parce que on a un monument historique juste à côté, etc., etc. Donc, ça permet d'être pragmatique et de travailler ensemble sur des projets qui font sens. Donc, si on doit garder pourquoi faire de la concertation? Eh bien, ça va permettre de favoriser l'appropriation du projet grâce à l'implication de l'ensemble des acteurs et au suivi de sa construction. Et surtout, ça va favoriser l'acceptation des actions parce qu'on aura communiqué dessus. Donc, même les personnes qui n'auront pas pu se déplacer lors de cette concertation, au moins auront été mis au courant et ça va permettre à ce qu'ils ont, accepté les projets parce qu'ils auront été choisis avec tout le monde. Donc maintenant qu'on a vu pourquoi faire de la concertation, on va rentrer dans le vif du sujet, mobiliser. C'est encore une affaire de parties prenantes. L'objectif, là encore, dans la mobilisation, c'est tout d'abord faire venir les parties prenantes, qu'elles restent, qu'elles s'expriment et agissent et qu'elles reviennent. Grand, grand sujet. Donc maintenant, on est tous d'accord sur la recette. On a vu pourquoi on avait choisi cette recette plutôt qu'une autre. On va parler un petit peu d'ingrédients de base pour pouvoir mobiliser. Un premier point qui peut paraître naïf mais qui est essentiel, c'est d'avoir une démarche sincère. Il faut que vous sachiez pourquoi vous voulez concerter et ce qui vous motive là-dedans, et aussi que vous soyez transparent sur le pourquoi vous concertez. C'est avoir cadré en amont, en tout cas son objectif, permet d'avoir cette transparence dans la démarche. Un deuxième point, on reste sur le niveau du cadrage, c'est de clarifier la gouvernance. C'est simplement être transparent, hein, dire bah voilà, on concerte, donc on va prendre des avis, prendre des propositions. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va tout accepter, ni qu'on va pouvoir tout faire pour des raisons ou pour d'autres, hein. On a vu tout à l'heure que la concertation permet aussi de partager ses contraintes avec ses parties prenantes, d'en discuter. Et d'être dans l'échange sur ce sujet, bah, c'est un peu pareil côté gouvernance. On peut tout à fait être transparent dès le début et c'est important d'être transparent dès le début et de dire voilà, nous, on va vous demander d'avoir des propositions et tout ce qui fera sens, qui sera cohérent au niveau des différentes parties prenantes, on va essayer de le mettre en place avec les moyens qu'on a, avec les délais sur les délais qu'on peut mettre en place. Un troisième point, c'est d'avoir un message clair. On en revient à si notre objectif est clair, on arrive à avoir un message clair, hein. Mais c'est important d'avoir voilà, une phrase qui résume ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et d'être capable de le partager et de le partager à toutes les parties prenantes et que les relais, je crois que là, vous les appelez les alliés, puissent le partager aussi, en tout cas partager en ces termes, qu'on ait tous le même message, en fait, la même information, quel que soit le support, parce que bah, on ne va pas communiquer sur les mêmes supports d'une partie prenante à une autre. Des fois, on sera beaucoup plus en face à face, des fois, on sera beaucoup plus sur de la communication écrite, ou voilà, ça peut être très varié, mais avoir un message clair, bien identifié, c'est essentiel pour qu'on puisse embarquer tout le monde. On est toujours sur la phase amont, hein, comme quoi c'est vraiment au niveau de base de la recette, c'est une phase importante. Identifier et informer toutes les parties prenantes. C'est vraiment un point important. C'est-à-dire qu'on est d'accord qu'on ne va pas embarquer les parties prenantes au même degré. Il y en a qui nous seront essentiels dans la construction parce que ça va être les usagers principaux sur un territoire. D'autres qui vont avoir une utilisation moins importante, en tout cas, de la zone, si on parle d'écomobilité. Mais dans tous les cas, avoir informé tout le monde, c'est essentiel parce qu'une partie prenante qui se sera sentie délaissée va se mettre en confrontation par rapport au projet. Et ça, c'est problématique. Et au même titre que quand on ne fait pas de concertation, d'ailleurs, hein, c'est comme ça qu'on a tendance à favoriser aussi d'avoir des oppositions sur un projet. Bah, sur le même principe, si on a pensé à tout le monde sauf à une partie prenante, en règle générale, ça va être plus difficile de l'embarquer, en tout cas par la suite. Et ça peut arriver sur des parties prenantes qui vont finalement vous être essentielles, je pense notamment à d'autres niveaux de collectivité ou à des associations locales, donc les collectivités qui peuvent apporter d'autres compétences et associations locales qui peuvent apporter de la vie autour du projet, d'autres dimensions sociales, etc. On n'y pense pas toujours, mais les avoir dès le début, même à petite dose, simplement de les informer de ce qui se met en place, ça peut s'avérer important pour la suite et la mise en place des actions.
Ce sont que 2 exemples, hein. Je ne focus pas sur ces 2 parties prenantes, mais c'est un cas d'école en général, cet outil. Une fois qu'on met en place sa concertation, un des ingrédients clés, c'est d'avoir des moments d'échange, plaisants et un climat positif. Je le disais tout à l'heure, c'est pas une réunion publique où on va être dans la confrontation, c'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est de co-construire, c'est de faire ensemble et c'est d'avoir envie de changer ensemble aussi. Et pour ça, eh ben, forcément, si on a l'impression, d'être dans un moment de travail ou, de subir en tout cas le moment, bah, on va pas avoir envie de revenir. Et mobiliser, bah, c'est revenir, hein, on en revient à ce qui était dit juste avant. Un dernier ingrédient clé, parce qu'on y pense beaucoup au début, mais on a tendance à l'oublier, par la suite, c'est communiquer régulièrement et j'insiste sur le régulièrement. On a un temps de communication au début, qui est très important parce que justement, il faut parler à toutes les parties prenantes, il faut aller chercher tout le monde soit au courant à minima et pour pouvoir choisir de s'investir ou pas et à un niveau qu'il souhaite dans la démarche. Par contre, on a tendance à se dire qu'une fois qu'on a fait les premières phases de réflexion, bon, ben, on est en train de décider, ça passe, différents conseils, ça passe des phases d'études et là, on va avoir tendance à ne pas communiquer. En général, c'est un problème pour la concertation en tant que telle et pour de futures concertations, parce que les parties prenantes, elles, vont avoir l'impression que, bah, elles ont fait des propositions dans le vent qui sont délaissées, parce que ça prend du temps, hein, de faire des études, de mettre en place les mécanismes de décision. Des fois, il y a plusieurs niveaux de décision, qui plus est. Heu, tout ce temps-là, il faut simplement l'expliquer et c'est pas forcément de la grosse communication. Ça peut être un mail de, voilà: «On continue d'avancer simplement pour vous tenir au courant, on en est là» et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à omettre, mais c'est important pour, la finalité de votre concertation. Si vous avez envie de la relancer sur un sujet spécifique avec, d'autres groupes de travail ou si vous avez envie de concerter sur un autre sujet, plus tard. Alors maintenant qu'on a les bases, de la cuisine pour, mobiliser, on va passer aux ingrédients. Donc là, je vais vous donner quelques exemples, mais ce qui est important de retenir, c'est que, comme l'a dit Floriane, dans un premier temps, un point très important dans la concertation, c'est d'avoir un bon démarrage. Donc on va aller, à la rencontre des parties prenantes. On sait que c'est très difficile d'aller les voir. Donc dans le cadre de l'écomobilité scolaire, les démarrages ou les lancements, on va les faire plutôt au sein des écoles. Hem et donc là, il faut aussi intégrer, leurs contraintes, ce qui amène aussi à pouvoir rencontrer peut-être les directeurs d'établissement en amont, rencontrer aussi certains autres acteurs aussi avant ce lancement auprès des parents d'élèves, pour bien préparer, ce démarrage-là. Donc intégrer leurs contraintes, on a aussi des contraintes horaires, des contraintes, comment dire? D'organisation, d'habitude, et cetera. Donc dans le cadre, si on parle d'un collège ou d'un lycée, on va plutôt essayer, de chercher la mobilisation des élèves, des enseignants, de la vie scolaire, et cetera. Donc on va plutôt faire un lancement sur, la période, méridienne et dans le cadre plutôt des écoles élémentaires, voire primaires, eh bien, là, on va plutôt aller chercher les parents d'élèves. Donc là, on va s'interroger sur leurs contraintes et là, on va plutôt venir plutôt sur, le comment dire? La fin de journée où ils viennent récupérer leurs enfants, voire, la garderie, donc rester un peu plus longtemps. Ce bon démarrage, on va le faire d'un point de vue un peu ludique. L'objectif, c'est, de leur donner envie, de revenir. Donc, quelque chose d'assez simple, d'assez classique qui fonctionne bien, c'est, prévoir une collation. Ça donne, ce côté, festif. On est autour de la table, on discute, on parle et ça permet vraiment d'échanger et de lancer la dynamique. Vous avez ici 2 exemples de lancement, un à Sainte-Anne, donc comme dans la commune d'Allers et le second à Kervignac, tous les 2, donc les 2 sont dans le Morbihan. Dans le premier cas, on l'a fait à l'intérieur de la commune. À l'intérieur de l'établissement, il y avait un petit goûter, comment dire? Une vente de gâteaux préparée par l'école et dans le second cas, c'était pour les 2 écoles. L'événement de lancement était commun. On avait bloqué la route entre les 2 et prévu un petit jeu pour les enfants, avec, un petit parcours vélo et pour les parents, il y avait une collation et des travails sur carte. Voilà, c'est assez ludique. L'objectif, c'était de les arrêter et de discuter avec eux et d'avoir leur retour. On n'est pas encore sur le cadre d'une vraie concertation, mais un bon lancement permet aussi de lancer cette concertation et donc de les faire revenir plus tard sur d'autres moments. Donc là, il ne faut pas hésiter, comment dire? À, innover, à leur faire envie. Donc, je vous ai mis ici quelques exemples.
Donc, on a ici un World Café lors d'une réunion publique à Saint-Pierre-la-Palud, donc dans le Rhône, où les parents d'élèves étaient répartis sur 3 tables et ils devaient répondre à une question et ils passaient de table en table. Donc, ça a très bien fonctionné. On a aussi un autre exemple juste en dessous. C'est une animation d'un comité Mobi à Treyères, dans le Pays de la Loire, où il y avait une frasque pour les enfants et pour les parents également, parce que ça donne envie d'aller de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que ces personnages, etc. Et on voit qu'en fait, il y a des post-it dessus. Donc, c'est à la fin de la réunion, on voit qu'il y a eu pas mal d'animations qui ont été proposées pendant. Floriane en parlait tout à l'heure, la communication, c'est très important pour les tenir informés, pour informer aussi ceux qui n'ont pas pu se déplacer ou venir à ces moments-là. Les contraintes, comme je le dis, il faut intégrer aussi les contraintes de chacun. Donc, vous avez aussi une affiche récapitulative pour l'école de Jean Piaget à Morlaix, que vous trouverez sur le côté, où là, en fait, c'est un compte-rendu qui a été envoyé à l'école sous le format affiche, où il retrouve ce qui a été dit en quelques mots, avec beaucoup de couleurs, parce que c'est pour des écoles, l'objectif c'est que ça soit attractif, ainsi que la marche exploratoire qui sera effectuée quelques semaines plus tard avec la date. Une autre information sera prévue également pour l'information claire, uniquement la date et l'heure de la marche exploratoire, mais là, c'est simplement pour les informer et les tenir au courant. Donc voilà, si on doit retenir sur quelques recettes de la mobilisation, ne pas hésiter à être innovant et donner envie. Merci Barbara pour ces premiers exemples terrain. On va continuer dans le concret et je vais donner la parole à Gladys Tracol qui va nous raconter un petit peu son expérience de mobilisation sur la ville de Venelle. Et il faut juste que vous activiez le micro. Pardon. Voici, je m'excuse. Bonjour à tous, donc je m'appelle Gladys Tracol, je suis directrice du service développement durable et participation citoyenne de la ville de Venelle. Alors Venelle, c'est dans les Bouches-du-Rhône, juste à côté d'Aix-en-Provence. Voilà, le service existe depuis décembre 2020, donc assez nouveau. Et il a été créé pour un projet bien particulier au démarrage, c'était un agenda 2030. Donc on a une expérience en matière de participation citoyenne qui est de l'ordre de 2 ans et 3 projets majeurs. Un, la création d'un agenda 2030 en co-construction avec les habitants. Un groupe de travail vélo pour créer un plan de déplacement mobilité douce et notre programme Mobi auquel on a commencé depuis quelques mois. Donc pour vous raconter un peu ce qui s'est passé depuis ces 18 derniers mois, l'agenda 2030, donc on l'a commencé à peu près en juin 2021 où on avait cadré notre mission. Donc c'était une mission de concertation qui s'appelait Venelle en transition. Et l'idée, c'était donc d'aller auprès des habitants pour co-construire une feuille de route pour créer une ville durable à l'horizon 2030. Donc créer un agenda 2030 avec des actions engageantes, on va dire. Donc on a commencé vraiment, comme il vous a été expliqué, la mobilisation. Donc en août 2021, on a diffusé un questionnaire auprès des habitants et puis on est allé sur le terrain pour parler aux habitants et pour essayer de les rencontrer, de les mobiliser, de savoir ce qu'ils pensaient du développement durable, comment ils voyaient les choses. Donc on s'est rendu là où ils étaient, donc c'est-à-dire les sorties d'école, on est allé lors de manifestations de type forum des associations, festival des arts de rue. Voilà, donc on est vraiment allé au plus près des habitants. Derrière, on a entamé des ateliers. Donc on a une série de 4 ateliers et le tout premier atelier a été fait dans la rue, vraiment pour toujours cette notion d'être au plus près des habitants. Donc c'était un samedi matin.
un jour de marché sur la place de la mairie, à côté, la place qui est à côté du marché. Et là, donc, les habitants avaient deux façons de contribuer. Soit je vais faire mes cours, j'ai pas de temps, j'ai 5 minutes à la rigueur. Donc, on avait une forme de participation sous forme de post-it, donner une idée pour une ville durable, ou alors une autre forme de participation où ils s'assiedent autour d'une table pour discuter d'objectifs de développement durable, qu'est-ce qu'on peut faire. On est passé sur des ateliers un peu plus dirigés vers la construction de projets. Entre-temps, on a eu des ateliers, vraiment, on a essayé de jouer l'imagination pour essayer de toucher les jeunes. On a créé un jeu de type, je ne sais pas si vous connaissez Burger Quiz. On a créé le Venelle Quiz de la transition écologique. Donc, fantastique, tout le monde se mobilise, des questions, des associations participent pour nous faire les décors comme l'émission de télé. Et là, en fait, très peu de jeunes mobilisés parce qu'on n'était pas... on n'est pas allé là où ils sont, on a un local jeune où les gens viennent, on était dans une salle municipale à part. Donc, il faut vraiment, cette notion d'être au plus près des parties prenantes est vraiment pour moi essentielle. On a renouvelé sur d'autres jeux l'expérience où on est allé au plus près des jeunes et là, ça fonctionne. Voilà, donc c'est vraiment essentiel cette proximité et aller parler aux gens. L'étape suivante, de cette concertation est sorti un certain nombre d'idées et donc il fallait ensuite passer à la phase de construction d'un projet d'agenda. Donc là, on est passé sur de la co-construction, c'est-à-dire qu'on a formé un comité de pilotage à part égale entre élus et habitants tirés au sort, pour dresser des priorités, rédiger les fiches actions et que ensemble on décide de ce que serait le projet. Donc là, on était sur de la co-décision, de la co-construction. Et donc ce projet est arrivé à son terme en décembre de 2022. Ça, c'était la première grosse expérience de participation citoyenne sur la commune. La deuxième, c'était donc, quand on met en œuvre cet agenda, on a créé un groupe de travail pour faire un plan vélo, qui était une des premières actions de l'agenda 2030. L'enjeu, c'était avoir les parties prenantes. Vous avez des gens qui vont se mobiliser très rapidement, des associations de cyclistes, des gens qui veulent rouler à vélo. Donc ça, on en avait plein. On s'est aperçu qu'on n'avait pas de personnes qui sont contraintes par leur déplacement de prendre la voiture. Donc, c'est important quand on fait un plan vélo. Il faut aller voir pourquoi ces personnes, il faut des représentants, ils ont leur mot à dire sur pourquoi ils roulent de cette manière et qu'est-ce qui peut les faire changer et pourquoi ils ne changent pas. Donc, c'est l'importance d'avoir une représentation assez large pour que votre projet il soit vraiment acceptable par tout le monde. Et pourquoi, là, on était vraiment dans la concertation. C'est important. Qu'est-ce qu'apportent les habitants à un tel projet? C'est tout simple. Enfin, je vais vous rendre ça très concret. Nous étions 2 techniciens mandatés sur ce projet et aucun de nous deux faisons du vélo. Nous sommes des bureaucrates. Et voilà, c'était important d'avoir l'expérience usagée et d'autant plus que nous n'habitons pas la ville et du coup, nous ne sommes pas usagers des rues de la ville. Donc, l'expérience des habitants était vraiment très importante pour être au plus près des usages et au plus près des besoins. Donc, le groupe de travail a très bien fonctionné, a énormément apporté au projet et du coup, vous avez un projet qui est réellement adapté aux habitants. Ça, c'était le deuxième projet de participation citoyenne. Et le dernier, donc, c'était la mise en place d'un programme MOBI dans une des écoles de la ville. Donc là, on est au démarrage, on a lancé le projet et on a organisé des diagnostics en marchant, en roulant. On a des difficultés sur la mobilisation des habitants. Là, c'est pareil. La communication est essentielle pour la transparence.
mais elle doit venir de plusieurs parts, en fait, hein, pour vraiment toucher l'ensemble. On est parti sur une communication au début traditionnelle, affiche, tout ça. Mais il faut aller interpeller sur place les parents, comprendre ce qui se joue, les équilibres. Et derrière, donc, on a certains parents qui sont mobilisés, qui sont venus au diagnostic, aux différentes opérations organisées, et qui nous ont dit, mais attendez, il y a d'autres circuits de communication qui existent, on a des groupes WhatsApp, voilà. Il y a des circuits, il faut trouver ces relais qui, pour moi, c'est vraiment essentiel de trouver ces relais. Ce sont, ici on les appelle les alliés, qui vont vous permettre de toucher vraiment les personnes qui sont concernées par votre sujet. Et là, c'est vraiment essentiel, et c'est des points, comment dire, particuliers qui vont vous permettre de débloquer des situations où votre concertation classique au démarrage ne fonctionne pas. Mais voilà, il y a toujours un moyen de déclencher l'intérêt, et du coup, il faut prendre le temps de discuter et de les chercher. Ça finit par fonctionner. Voilà. Dernier point, je conclurai sur la concertation, la co-construction, sont des éléments vraiment importants. Ça déclenche, si vous voulez, une forme d'enthousiasme. Quand sur l'agenda 2030, on a eu, vous êtes en plein mois de fin octobre, il pleut, et vous avez des gens un samedi matin, vous avez 40 personnes à 8h30 qui viennent pour discuter pendant 3 heures de ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et là, vous avez une forme d'enthousiasme qui se déclenche parce que vous avez créé les conditions du dialogue et les conditions de la confiance. Et du coup, c'est vraiment, pour moi, extrêmement enthousiasmant comme forme de travail. J'ai pu faire dans mon expérience professionnelle 20 ans de communication. Je pense que le meilleur résultat, c'est d'aller parler aux gens directement pour qu'ils s'expriment et qu'ils vous fassent remonter, parce qu'on crée de la confiance, on crée de l'enthousiasme et l'envie de construire ensemble. Donc, je suis convaincue désormais de cette méthode. Voilà. Voilà, donc, pour moi, la participation citoyenne, la concertation, la co-construction fonctionnent. Et il faut se donner les moyens de le faire. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Cladie, pour ce partage très positif, et en même temps voilà, qui nous montre que parfois ça ne marche pas tout de suite, mais qu'il faut aller un petit peu creuser, chercher d'autres solutions, chercher d'autres canaux de communication pour que ça puisse fonctionner. On va rester dans des exemples et des partages terrain. Donc je laisse la parole à Nicolas Lax qui va nous raconter ce qui se passe à Beaumont. Et pareil, il faut activer votre micro. Oui, bonjour. Donc, je suis ravi d'être avec vous et je vais essayer de vous parler, alors cette fois-ci avec une casquette élue. J'ai emmené sous mon impulsion le conseil municipal à se lancer dans le programme MOBI en vue d'établir un plan de déplacement en établissement scolaire, notre groupe scolaire, qui n'existait pas sur la commune. Alors, pour contextualiser un petit peu, Beaumont est une commune intermédiaire de 3000 habitants. On est sur l'axe nord-sud Annecy-Genève, donc en Haute-Savoie, l'essentiel de l'emploi étant sur Genève. Pour information, le salaire minimum à Genève est de 4000 €. Donc c'est pour montrer qu'on est une région plutôt riche, où notre habitat, vous le voyez sur la carte du bas à droite, montre que on est sur des hameaux un peu dispersés dans la montagne, une moyenne montagne, des dénivelés qui sont importants, et un centre, le Chable, où se trouve notre groupe scolaire, un groupe scolaire fait d'écoles, donc une école maternelle et école élémentaire, et également un centre de loisirs. Alors, la caractéristique particulière, c'est qu'entre les deux bâtiments, ici l'école où je pointe en rouge et l'autre le centre de loisirs, au centre passe une rue à sens unique et l'essentiel de l'espace est minéral, comme vous pouvez le voir dans l'illustration à gauche,
avec des places de stationnement et en fait toute une circulation voiture. On s'est donc rapidement rendu compte que ça arrivait à saturation, mais à des moments bien précis, hein, ce moment des déposes et lors de la récupération des enfants, et que ces moments précis de saturation entraînaient des incivilités, des sentiments d'insécurité, et que puisqu'on était en plus dans un programme d'extension de l'école, tout cela allait de mal en pis et qu'il fallait prendre le taureau par les cornes pour essayer d'apporter une solution qui puisse être pérenne dans le temps. Alors, plutôt que choisir d'imposer depuis le conseil municipal et d'imposer quelque chose sur cet espace, il nous a paru beaucoup plus intéressant d'essayer de solliciter les acteurs qui sont impliqués dans cette problématique pour savoir quelles seraient les solutions qu'on pourrait apporter. Alors, j'ai essayé de regrouper ici sur un graphique l'ensemble des acteurs qu'on a cherché à mobiliser. Ils ont déjà été cités précédemment. J'insisterai sur le point que finalement, les problèmes sont très ponctuels, hein. C'est le matin entre 8h moins 10 et 8h30, et le soir, au moment de la récupération, vers 4h. Ce qui veut dire que pour certaines personnes qui travaillent sur place toute la journée, elles ne voient pas forcément le problème. Alors, dit autrement, l'essentiel du problème vient du fait qu'on est quand même une commune où on n'a pas d'aménagement cyclable, où tout est quand même orienté voiture, et que les parents qui ont l'obligation d'apporter leurs enfants à l'école, de les accompagner, d'aller les chercher, utilisent leur véhicule, qu'ils intègrent dans une démarche plus générale, à savoir, je dépose mon enfant, puis après je pars à mon travail, ou je dépose mon enfant et je pars faire des courses. Et donc, cette mobilité, elle est structurée dans une organisation familiale très intime et provoque des perturbations pour tous les autres acteurs, c'est-à-dire pour les riverains, pour les commerçants, pour les associations qui passent de temps en temps. Donc, c'est vers elles qu'il faut se tourner, vers les parents, pour qu'ils changent principalement leur mode de déplacement, sachant que c'est eux qui tiennent l'essentiel des clés, des solutions. À l'inverse, les transformations qu'on peut faire sur l'espace va avoir des conséquences sur des gens qui y travaillent, comme les enseignants ou les agents techniques. Alors, pour mener à bien l'esprit qui a été bien expliqué tout à l'heure, à savoir concerter, c'est-à-dire ne pas arriver avec un niveau de négocier, c'est pas négocier une situation, mais c'est trouver des solutions ensemble, on a suivi finalement le programme MOBI et les outils qui nous étaient mis à disposition. Alors, il y en a plusieurs types. On peut regrouper par exemple l'outil 1 et 5 qui sont des outils de diagnostic, d'enquête, où là, on est amené à solliciter les acteurs à répondre à des questions et les mettre en situation de marcher, comme ça a été présenté précédemment, et de refléter en fait leurs sentiments. Ça, c'est des premiers outils. C'est intéressant parce que c'est une façon de s'exprimer. Comme l'a bien expliqué Floriane, participer, c'est pas forcément arriver avec des idées, c'est aussi simplement donner son opinion quand même. Les autres outils qu'on peut regrouper, c'est le 2 et le 3, c'est la constitution de comités et des groupes d'action. Alors, en l'occurrence, on a voulu faire et c'est souhaité, un comité très élargi, donc reprendre l'ensemble des 9 groupes qui étaient précédemment identifiés, les réunir et aboutir à des actions qu'on souhaiterait mettre en place parmi toutes les actions qui pouvaient sortir. Donc, toutes les idées sont sorties, on en a retenu 5, et on a, sur les 5 actions, pour vous dire, finalement, il n'y en a que 3 qui ont pu aboutir. Le quatrième outil qui est, paraît-il, enfin, de mon point de vue, le plus puissant pour amener les acteurs à s'impliquer dans le projet, et surtout, comme il a été bien signalé, c'est pas simplement venir une fois, mais c'est revenir, et même s'ils ont vécu parfois des frustrations, c'est d'être enthousiaste à aller au-delà, c'était l'expérimentation. Alors, qu'est-ce que c'est une expérimentation? C'est en l'occurrence, nous, ça a été de modifier l'espace de circulation devant l'école. Et alors qu'il était, je ne sais pas si vous en souvenez, avec une rue et du stationnement, on l'a complètement modifié. Alors, temporairement, avec des équipements temporaires, pour qu'il y ait une double voie cyclable,
plus de stationnement devant l'école, qu'on a aménagé en faisant venir des arbres, on a installé des jeux, et on a su seulement garder un petit peu de stationnement PMR. Et ça, on l'a fait pendant une semaine. Là, je dirais, ça a été très intéressant parce que on est passé de la réflexion, la discussion, la réunion ou même le rapport papier à une situation très tangible et de vivre en fait quotidiennement ce qui allait peut-être se passer si, à la fin de cette expérimentation, il y avait un enthousiasme à aller dans cette voie. Et là, on a observé une recrudescence de participation d'acteurs qui s'étaient montrés souvent relativement silencieux, ou je dis relativement parce qu'ils avaient réussi à s'exprimer à travers peut-être une enquête ou un mail, mais n'étaient pas forcément présents en réunion. Que là, on a bien senti que puisqu'on allait rentrer dans le dur, si vous me permettez cette expression, eh bien les acteurs s'étaient vraiment beaucoup plus impliqués, ce qui était assez plaisant. C'était un peu brutal, mais ça a été plaisant quand même de vivre ça. Donc, à l'issue de cet expériment, l'outil 4 d'expérimentation, c'est pour ça que je m'y attarde, c'est que c'est vraiment un outil pour l'élu et pour les acteurs et tous ceux qui sont enthousiastes de faire des choses, de le mener à bien, parce que c'est une façon réelle d'apporter une solution au plan de déplacement. On est arrivé pour ce point-là, d'ailleurs, à une conclusion. C'est la conclusion que vous avez sous forme graphique qui est à gauche, où tous les acteurs se sont mis d'accord après cette expérimentation, après enquête, après dépouillement d'enquête et réunion, d'être d'accord sur un consensus, à savoir qu'on voulait maintenir une double voie cyclable, qu'on voulait maintenir un arrêt de bus, qu'on voulait maintenir une dépose minute, mais qu'on voulait aussi développer un espace convivial de jeu et arboré pour que l'espace devant devienne une place, une nouvelle place, la place de l'école. Donc cette traduction graphique, elle a permis ensuite d'aller voir des cabinets aménageurs, des spécialistes, des techniciens qu'on a engagés pour mener une étude, et on espère qu'à la fin de l'année 2023, on arrive à un avant-projet sommaire, en tout cas, pour avancer sur la modification de l'espace devant l'école. Alors, dans les retours d'expérience, je vous les laisserai lire si vous avez la curiosité d'aller faire un petit tour sur la présentation. On a eu aussi bien du très positif, c'est formidable, continuer dans cet espace-là, c'est le retour d'expérience de parents, que de parents qui ont très mal vécu l'expérience et qui ne veulent absolument pas que les choses changent et qui même sont relativement, un peu exagérés dans leurs réponses, mais c'est toujours intéressant de comprendre à quel point, en fait, lorsqu'on touche à cette question-là de la mobilité, en fait, on touche vraiment, je le répète, à l'intime du foyer, à l'intime de l'organisation, et que c'est effectivement pas si simple que ça que de le modifier. D'autant plus que, comme on est sur des situations avec dénivelé, il est évident qu'il y a des familles qui ont des difficultés à se dire, je vais prendre un vélo et je vais aller à l'école. On descend pour aller à l'école et puis on remonte chez soi, ce qui peut être un effort important, ce qui est tout à fait concevable. Donc, en conclusion sur l'expérience qui, à mon avis, est très enrichissante pour tout le monde, c'est que en fait, on a des profils d'acteurs impliqués dans le sujet très divers et qu'il ne faut pas chercher à les réunir tous ces acteurs au même moment, dans la même temporalité. Il faut essayer quand même de les amener à intervenir, même si ce n'est pas une présence physique au moment des réunions, ils peuvent intervenir à travers des courriels, à travers des réponses d'enquête, et c'est déjà largement intéressant. Il faut aussi, me semble-t-il, bien utiliser le vecteur enfant, qui est primordial, même si c'est un petit peu opportuniste, en tout cas c'est un vecteur très important pour montrer l'enjeu et en fait, le plaisir qu'on peut avoir aussi à consacrer du temps à accompagner son enfant à l'école. En lisant la littérature, on s'aperçoit que c'est un moment très particulier de construction de l'enfant, mais que beaucoup de parents oublient et certains ont d'ailleurs se sont rendus compte avec l'expérimentation que en venant à pied ou en venant à vélo, ils avaient partagé un temps qu'ils n'avaient jamais partagé jusqu'à présent avec leur enfant et ont décidé de le faire, peut-être pas tous les jours, peut-être pas tous les mois, mais de façon plus régulière et je pense que ça va vers un bon sens. En tout cas, on obtient des résultats intéressants.
Il faut bien sûr faire du moment un moment les plus festifs lorsqu'on réunit toutes les personnes. Donc ça, c'est indispensable, me semble-t-il. Avoir un ordre du jour et des objectifs bien précis pour ne pas avoir le sentiment de perdre son temps. Et puis, ce qui est très difficile quand on est élu, c'est de savoir si finalement les personnes qui viennent sont satisfaits de leur intervention, s'ils ont pu dire ce qu'ils souhaitaient dire. Souvent, il y a beaucoup de frustration. Il faut savoir aussi que il faut multiplier les réunions parce que les premières réunions sont souvent des réunions défouloirs où beaucoup cherchent à mettre en avant leur point de vue et à le défendre. Et ne comprennent pas au début qu'on est dans une construction. Ils pensent que c'est plus un élément de négociation, un rapport de force. Et puis, donc, les premières réunions vont être peut-être compliquées, peut-être difficiles, notamment pour les animateurs comme les élus. Faut essayer d'endosser ça et accepter de déconstruire, prendre le temps de la déconstruction de certaines solutions toutes faites, et puis prendre le temps de la discussion. In fine, je puis dire qu'aujourd'hui, à la fin de Mobi, certaines choses n'ont pas abouti. Bon, tout ne réussit pas. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'aménagement qu'on pense donc reconstruire, repenser devant notre groupe scolaire et notre centre de loisirs, on se sent consolidé, renforcé, parce qu'on a été chercher et on a fait intervenir tous les participants que je vous ai montrés tout à l'heure dans l'élaboration de ce plan de déplacement. Voilà pour ma conclusion. Merci, merci beaucoup pour ce retour. On n'a pas encore trop de questions par les participants, mais nous, on en a quelques-unes. On a beaucoup parlé de temps et de temporalité dans tous nos échanges, finalement, pour la préparation du webinaire, là, tout l'exposé. Je pense que chaque référent collectivité parle de temps avec son coordinateur, avec son partenaire, avec les établissements scolaires. Et donc, c'est un peu une question, quel temps ça peut vous prendre d'arriver à mobiliser. C'est vraiment, je vous pose la question à Nicolas et à Clady. Et est-ce que ce temps pris, c'est pas du temps gagné sur la suite? Enfin voilà, comment vous voyez les choses? Clady, je me permets je réponds tout de suite. Effectivement, alors qu'on soit bien clair, ça demande beaucoup de temps et il est indispensable que l'élu référent s'implique vraiment beaucoup dans ces projets. Ça ne fonctionnera pas si l'élu ne s'implique pas. À l'inverse, ça demande effectivement beaucoup de temps de préparation et multiplier les réunions. Alors, je ne peux pas fixer dès à présent, mais comme je disais, si vous avez une réunion avec 10 personnes et que chaque personne décide simplement de parler 5 minutes, on est déjà à 50 minutes juste pour se présenter, pour dire 2 mots. Donc, vous voyez bien que les réunions qu'on a pu avoir ont duré généralement plutôt 2 heures à 3 heures. Et quand c'est le soir, c'est un investissement quand même très important qui est sollicité non seulement du côté élu, mais aussi du côté des parents. Donc là le temps à consacrer, il ne faut pas le cacher, il faut dire que ça va prendre du temps, mais vous avez complètement raison, Justine, c'est autant de gagner par la suite. Je me permets de compléter, si vous voulez. C'est effectivement important, c'est un temps important. On dit que pour une réunion, du côté fonctionnaire, hein, je m'entends, pour une réunion que vous allez devoir tenir de 2 heures, il faut au minimum 2 heures de préparation. Et quand vous êtes en collectivité, donc il faut un portage d'élus qui est essentiel. Pour être crédible, pour donner de la force au projet. Et il faut un portage collectivité, un portage hiérarchie. Donc, quand vous êtes du côté fonctionnaire, pour peu que vous ayez aussi un prestataire, vous devez préparer votre réunion avec votre porteur Mobi, par exemple, et ensuite le faire valider à votre hiérarchie, et ensuite à votre élu, pour que tout le monde soit bien au courant et qu'on soit bien raccord sur tous les objectifs. Donc, pour ma part, moi, je prévois
le temps, donc vous avez votre réunion qui fait 2 heures de plus pour la préparation et en moyenne de 1h30, 2 heures à prévoir sur les temps de validation. Voilà. Donc c'est à peu près, ça prend du temps. Et si je peux rajouter encore une chose, si, Justine, Claudie l'a vécu, tout le monde le vit, c'est-à-dire que personne n'a du temps. Le premier principe, c'est qu'on n'a pas le temps. Vous demandez aux personnes et dites mais j'ai pas le temps. C'est formidable, mais j'ai pas le temps. Donc il faut, enfin, me semble-t-il, réussir à convaincre que c'est essentiel. On leur demande effectivement un effort et que ce temps, même s'ils le font qu'une fois, même si c'est pas systématique, qu'ils puissent le faire. Et accepter de perdre aussi du temps en étant obligé de revenir sur ce qui a été dit, revenir sur vers quoi on a déjà on a conclu. Donc à chaque fois, les réunions, c'est pas une brique qui se pose sur l'autre. Il y a toujours un petit retour en arrière et puis on avance. Donc je sais pas si c'est le bon qualificatif. C'est un peu visqueux, si vous voulez. C'est un peu lent, c'est un peu difficile. Donc, les élus qui cherchent à s'investir dedans, il faut qu'ils sachent qu'ils vont devoir mettre beaucoup d'énergie et de patience. Et du coup, ça m'amène une deuxième question pour vous deux, justement, les élus qui se lancent là-dedans. Voilà, c'est quelque chose. La concertation, c'est pas forcément un processus ou un dispositif qui est très connu ou très utilisé pour le moment. C'est assez récent. Donc, peut-être Claudie, vous, est-ce que vos élus, est-ce qu'il a fallu les convaincre pour utiliser la concertation, la mobilisation citoyenne? Et pour vous, Nicolas, vous qui êtes élu, est-ce que les autres élus, quel était leur état d'esprit? Alors, je me lance. Pour ma part, sur l'agenda 2030, donc c'était un engagement et il y a eu un fort portage du maire. Voilà. Après, dans la municipalité en général, il est nécessaire d'expliquer, de réexpliquer pour convaincre. Il y a des réticences du type on perd du temps, on va pas assez vite, des choses comme ça. Mais au final, le gain est plus profond. Vraiment, il y a ça génère une forme d'enthousiasme. Et ce qui était, pourquoi on s'est lancé là-dedans, c'était que, si vous voulez, le désintérêt pour les affaires publiques, en fait. Les gens ne s'intéressaient plus à leur ville. Et du coup, vous retrouvez un engagement important. Et c'est ça qui, aujourd'hui, malgré les réticences du démarrage, on réussit à convaincre, en fait. En termes d'élus, hein, on réussit à convaincre les élus qui étaient un peu plus réticents à cet engagement. Voilà. Donc, on s'y retrouve, en fait. Alors, de façon assez similaire, en fait, notre liste est partie dès le départ en 2020 sur le principe de du participatif. On voulait quitter la mairie château, même sur une commune un peu particulière comme la nôtre, qui est intermédiaire entre la ville et le village. Et donc, il a été relativement simple de convaincre l'ensemble du conseil municipal d'aller vers une concertation, vers une voie participative versus des décisions qui sont du haut vers le bas. Par contre, avec deux obstacles majeurs à mes yeux, le premier, c'est que aucun élu, et moi compris, hein, n'avions d'expérience du mode participatif. Donc, et c'est un métier en soi, en fait. Enfin, je veux dire, c'est un savoir-faire très particulier, très corrosif aussi, parce que c'est plus facile d'imposer les choses finalement. Là, je devrais pas dire des choses comme ça. Vous allez effacer ce que je viens de dire. Mais en tout cas, donc ça c'est le premier point. On était sans expérience et c'est compliqué d'inventer ça. C'est important d'être formé si on est élu, enfin au moins de suivre un peu de formation sur le sujet. Et la deuxième, et de se faire accompagner au cas où. Hein. Il y a des professionnels pour. Deuxième point, c'est que du côté des administrés, eux ont l'habitude de donner mandat.
Donc, c'est aux élus de faire les choses, c'est pas à eux. Ils ont fait justement une élection pour dire, bah, vous avez les clés de la cité, à vous d'agir, puisque c'est votre responsabilité, on vous l'a donné. Donc, n'allez pas nous chercher, nous, on n'a pas le temps. Pour reprendre cette question, nous, on n'a pas le temps, on est occupé à d'autres choses, c'est à vous de vous en occuper. Et donc, ces deux points-là viennent comment dire, déconcerter et modifier, je dirais, les promesses qui vous ont été présentées au tout début, là, très très bien d'ailleurs, sur les promesses que révèle l'intérêt de la concertation. Nous, pour finir, on a choisi cette voie-là parce qu'on sait que si on l'imposait depuis le haut, le risque, c'est qu'aux prochaines élections, le prochain mandat décide le contraire et renverse complètement là. Donc, c'est pour le mettre dans la pérennité, il me semble indispensable que ça soit qu'on associe la population et qu'on l'amène à prendre position sur le sujet. Nous sommes tout à fait d'accord. Du coup, je vais reprendre la main simplement pour enchaîner, parce qu'on a vu du coup donc quelques éléments qui font que la concertation, la recette, des fois, elle prend pas exactement. Il y a toujours des solutions, mais pour parler de solutions, je voudrais juste simplement vous rappeler que la concertation, c'est centré sur l'humain. C'est l'humain qui est au cœur. Et donc forcément, on ne peut pas maîtriser absolument tous les facteurs. On n'est pas sur une équation mathématique. Il y a une multitude de facteurs, même si on en connaît beaucoup. Sur les points qu'on peut voir en général qui peuvent pêcher, c'est prendre en compte les interactions originelles. Alors ça peut être les interactions entre la collectivité et les parties prenantes, mais ça peut aussi être entre les parties prenantes. On peut avoir des fois un établissement scolaire qui est en conflit avec les groupes de parents. Il va falloir d'abord réussir à recréer un peu de communication dans tout ça, remettre du lien pour que ça prenne. On peut avoir des problèmes aussi qui vont toucher au climat social, hein. C'est pas le moment, c'est pas le sujet. On a d'autres problèmes. On a la Covid-19 qui est là. On a voilà, enfin peu importe les problématiques. On a des problèmes de précarité énergétique qui vont être là. Alors ça veut pas dire que le sujet est décoré, hein, parce qu'on a eu aussi beaucoup de mouvements de solidarité dans ces moments-là. Mais on va pas le percevoir en tout cas comme le sujet du moment pour s'y impliquer. On peut avoir une remise en question de la sincérité de la démarche. La collectivité ne fait jamais ça, on n'est pas habitué. La communication de départ, des fois, n'était pas sur le bon ton, notre message n'était pas clair. Bon, encore une fois, ça se règle en se parlant. Il y en a deux qui sont partis en même temps. Le sujet n'interpelle pas les parties prenantes. Ça arrive. Imaginons, on est avec un public précaire et on va utiliser l'argument de l'environnement pour parler des communautés scolaires. C'est pas forcément le sujet, la façon d'aborder le sujet, en tout cas, qui va les interpeller. Alors qu'il y a aussi des enjeux économiques. Mais donc, il y a aussi voilà, on reste dans la clarification du message et dans l'identification par rapport à ces parties prenantes. On peut avoir des questions de temporalité, que ce soit, on parlait de réunion, hein, de venir au plus près des publics, mais ça peut être aussi dans le long terme. On est sur la fin d'année scolaire, c'est pas le moment où on se projette au niveau de l'école. Donc c'est pas forcément le temps propice pour instaurer ça. Ou on peut avoir par exemple la mobilisation qui va être portée sur un autre sujet. C'est la réforme des retraites, on va se mobiliser dans la rue. C'est un temps de vie publique qui est déjà pris et on va avoir du mal à trouver un autre temps de vie publique pour un autre sujet. En cumulant en organisant ces autres temps. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que vous fassiez une concertation qui a fonctionné ou qu'une concertation qui n'a pas fonctionné, on vous reprochera jamais d'avoir voulu concerter tant que le cadre était clair. Vous aurez plus de reproches dans l'autre sens si vous décidez de mettre en place un projet et que le projet, vous aurez forcément des retours de confrontation. Et l'avantage de la concertation, c'est que même si vous n'avez pas eu l'occasion de mettre le projet en place, peut-être que c'était pas le temps, peut-être que c'était pas comme l'a dit Floriane, il y avait plein de sujets à côté. Quoi qu'il arrive, les apprentissages que vous aurez retenus de cette concertation, vous pourrez les réutiliser pour plus tard ou pour un autre projet. Et je voudrais finir sur un chiffre clé important, parce qu'on a beaucoup parlé de l'importance de la concertation. Alors, la concertation, on ne l'a pas forcément redit, mais c'est aussi un bon moyen d'éviter qu'il y ait des oppositions au projet. Enfin, on l'a dit dans les différents arguments de base, mais ça arrive. Et je suis sûre que vous avez tous des exemples
de collectivités où il y a eu des oppositions fortes sur des projets du coup, qui n'ont pas été mis en place. Enfin, je sais qu'en tout cas, on en avait parlé dans notre groupe d'échange. Aujourd'hui, on a quand même 74%, donc 74% des parents, j'ai raccourci la phrase, qui se déclarent volontaires pour participer à des concertations sur l'écomobilité scolaire. Et c'est pas, c'est les 3/4 déjà, mais c'est pas 74% qui vont venir aux réunions, hein. Comme le disait à juste titre Nicolas Dax, c'est qu'on va participer d'une manière ou d'une autre. On va venir sur un temps fort, on va répondre à une enquête. Mais en tout cas, on a quand même 3/4 du pourcentage de la population qui gravite autour des écoles, qui porte un intérêt, et c'est non négligeable quand on parle de ces sujets. Et c'est 74% des parents, donc c'est un retour de l'enquête C'est vrai. IFOP, et pas forcément que sur Mobi. Voilà. Même pas sur Mobi, hein, Même c'est pas une sur enquête Mobi, nationale voilà. qui a été faite voilà, avec une méthode de quota sur des universités de parents qui ne suivent pas le programme. Et ben nous arrivons à la fin de ce webinaire. Il est 15h03, ça fait 1 heure que nous avons commencé. Je vous remercie pour votre attention. On n'a pas d'autres questions en suspens. Donc, voilà, on va pouvoir clôturer. Je vous rappelle que vous aurez accès donc, à la présentation en PDF de ce webinaire et que vous aurez également accès au replay donc, de cette heure et que vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction. Donc, c'est important pour nous que vous puissiez y répondre pour qu'on puisse avoir vos retours et savoir quels sont les autres sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde, puisque ces webinaires seront à échéance régulière jusqu'à la fin du programme Mobi, donc jusqu'à juin 2024. Je remercie nos intervenants pour leur présentation et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Au revoir. Au revoir, merci.